Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. L'insécurité saisissante à Grand Yoff semble provoquer un sentiment de révolte chez les jeunes de la commune. Ils ont longtemps sollicité les pouvoirs publics pour des solutions au cas de vol, d'agression et de meurtre. Ces jeunes promettent désormais des réponses musclées face aux malfrats. Le concours national des meilleurs reporters du Sénégal est officiellement lancé. Des productions originales en radio, télévision et en presse écrite sont attendues. Les meilleurs reporters seront donc primés en novembre prochain. Ndiaganyao nous accueille ce soir dans la rubrique Découverte. La commune située dans le département de Mbour est composée de 38 villages. Les Sérères constituent l'ethnie majoritaire. Une histoire riche et surprenante à découvrir dans cette édition. D'abord, cette information que nous venons de recevoir, Ndiagandour du groupe Futur Média placé en garde à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie. Cela fait suite à une plainte déposée par le patron de la 2STV, la Gendiaï, contre la télévision Futur Média pour une affaire de vol de fréquence. C'est un constat amer. La commune de Grand Yoff, tristement connue pour ses problèmes de sécurité. Les populations se rendent compte de la dégradation de leur quartier et les jeunes ont donc décidé de poser eux-mêmes des actions concrètes pour établir l'ordre et l'état des lieux avec Awadjo Pesedi Nambaye. C'est une matinée comme les autres au quartier Maka 3 de Grand Yoff, une zone sujette à des scènes d'agression de jour comme de nuit, avec comme bilan en moins d'un mois 2 victimes. Une marche de protestation a d'ailleurs été organisée par les jeunes et ces derniers jours, un semblant d'accalmie est noté si l'on en croise ce jeune habitant qui salue les patrouilles nocturnes de la police. Ici, certains jeunes vivent dans des conditions très précaires et la pandémie a empiré leur situation. Il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient des livraisons, mais ils se faisaient tout le temps arrêter par la police. Les jeunes ne doivent pas rester sans activité. Il faut les occuper et leur sortir de la précarité pour mettre définitivement un terme à l'insécurité qui sévit ici. Ami Diouf, mère de famille et vendeuse non loin de sa maison, affirme le contraire, visiblement très préoccupée par l'insécurité qui a fini par élire domicile ici. Exemple à l'appui, elle interpelle les autorités municipales. Rien n'a changé côté sécurité parce que la semaine passée, on a volé chez moi mes 2 téléphones. Le voleur est passé par le balcon. Même la nuit, on ne peut pas dormir tranquillement avec des scènes d'agression qu'on entend sans pouvoir réagir. Il faut que la mairie sécurise nos quartiers. La police est là, tout près, mais il faut qu'elle assiste les populations de Grand Yoff. Sécuriser de manière permanente les quartiers de Grand Yoff, un indispensable défi face aux multiples agressions. Mais pour ce jeune livreur et résident du quartier Maka 3, résorber le chômage des jeunes reste la meilleure solution face à cette situation. Ces temps-ci, ces patrouilles-là sont permanentes. C'est même difficile pour les habitants de circuler jusqu'à certaines heures. En plus, les jeunes sont déterminés à sécuriser leur quartier, même si ce n'est pas de leur rôle. C'est à la police de pérenniser ces opérations de sécurisation. La série de violences dans la commune de Grand Yoff a poussé ce week-end des jeunes à se mobiliser pour dénoncer l'insécurité permanente dans cette zone. Depuis lors, la police et la gendarmerie y font des descentes à tout moment. Mais si l'on en croit certains habitants, le mal semble beaucoup plus profond et nécessite un meilleur engagement des autorités publiques. Merci à Diop pour ce reportage. Ils sont au nombre de 92 des inspecteurs, des contrôleurs et des surveillants de prison fraîchement sortis de l'école. Ces nouveaux éléments vont maintenant intégrer l'administration pénitentiaire avec comme devise le respect strict des droits humains. Et voici donc le message de la directrice de l'administration de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, Agnès Diogoye. On a eu comme à l'accoutumée
L'école forme tous les grades de confondus de l'administration pénitentiaire, à savoir les inspecteurs, les contrôleurs officiers supérieurs, les contrôleurs officiers subalternes, les agents administratifs sous-officiers et les surveillantes et surveillants de prison. Seulement à ce niveau, comme les inspecteurs font 2 ans de formation, on a eu les inspecteurs de la 4e promotion qui terminent. Les inspecteurs de la 5e, eux, attendront la prochaine promotion pour sortir avec eux. Aujourd'hui sont sortis toutes les 2 promotions confondues, 92 éléments, dont 7 inspecteurs de l'administration pénitentiaire, parmi lesquels nous avons 2 femmes, 5 contrôleurs, parmi lesquels nous avons une femme, 15 agents administratifs, dont 4 femmes, 65 surveillants et surveillantes de prison, dont 6 femmes. Le respect des droits humains, mais aussi et surtout faire sienne les valeurs républicaines, mais aussi les principes professionnels. Ça aussi, ça pourrait aider dans l'exercice de la mission future. La cohésion du groupe, la dignité, mais aussi l'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions qui les attendent. Surtout aussi penser à l'humain, à l'être que nous avons à gérer, cet être qui pour un moment se trouve être privé de liberté, mais un jour ou l'autre rejoindra la société. Donc on est appelé à les traiter ou bien à prendre en charge de façon à telle que s'ils sortent de la prison, ils pourront rejoindre la société et dignement. La 3e vague de contamination au coronavirus se traduit par une augmentation des cas confirmés. Un chiffre spectaculaire ce mercredi, 356 nouvelles contaminations avec 5 décès. Le bulletin santé du jour fait également état de 20 cas graves en réanimation. Les sages-femmes font également partie de la riposte contre le Covid-19. Elles ont d'ailleurs été célébrées à Rufisque de par leur contribution de près ou de loin. Le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop a annoncé à l'occasion la création d'une banque de sang au sein de la structure sanitaire Dr Ndiaye avec Babacar Seck. Nous avons bien voulu magnifier cela par une grosse collecte de sang pour participer à l'effort de collecte de sang initié par le Centre national de transfusion sanguine depuis. Ensuite, en profiter pour rendre gratuites aujourd'hui les consultations médicales en gynéco-obstétrique. Donc c'était ces 2 manifestations qu'on a voulu magnifier aujourd'hui. La consultation médicale gratuite offerte aux populations du département de Rufisque. C'est une première ici dans cet établissement. Ensuite, en profiter également pour faire une collecte de sang. Bon, c'est vrai que parmi les griefs qui nous ont été reprochés, c'était l'accueil. Ensuite, aujourd'hui, on a plus ou moins réglé ce problème parce que nous sommes allés chercher des éléments dédiés à ça. Au niveau de la porte, aujourd'hui, vous avez vu, il y a un changement. Il y a toujours des gens qui sont là, prêts à accueillir, orienter les personnes pour que celles-ci ne se perdent pas dans la structure. Ça, c'est des avancées. Ensuite, maintenant, comme vous l'avez dit, l'hôpital est en réhabilitation. La plupart des services sont en réhabilitation. Et tout ça, c'est pour mieux satisfaire les patients, les malades. Donc, d'ici la fin de l'année, tous les chantiers seront achevés et vous verrez qu'il y aura des changements. Actuellement, nous insistons encore plus sur l'environnement intérieur et extérieur de l'hôpital. Vous voulez dire, il y a l'espace vert, il faut renforcer les conditions d'hôtellerie, faire en sorte que l'hôpital soit bien vu par les populations, que les gens aiment s'y être. Si vous êtes journaliste ou reporter, alors ceci vous concerne. La 10e édition du concours national des meilleurs reporters est officiellement ouverte. Les meilleures productions en télévision, en radio et en presse écrite seront primées en novembre prochain, le 27, lors d'un dîner de gala. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a décliné son agenda aujourd'hui. Le compte rendu est signé Seynabou Babou. Ensuite, il décide de participer pour le prix Média et droits de l'enfant. Le prix Média et droits de l'enfant, c'est l'innovation du Gala national de la presse. Cette année marque la 10e édition de l'événement. Cette année, comme vous le savez, l'innovation qu'il y a au sein du Gala national de la presse, c'est qu'au-delà de récompenser les meilleures productions journalistiques, il y a également un prix consacré aux médias et aux droits de l'enfant. Et il y aura un prix spécial dédié aux enfants. Donc ce prix va récompenser les meilleures productions journalistiques au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio, au niveau de la télévision également, mais au niveau de la presse en ligne, sur les droits de l'enfant. Les meilleures productions en radio, télévision, presse écrite seront primées à cette occasion. Ces distinctions sont le cœur de la cérémonie. C'est un moment où nous rendons hommage aux doyens et personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour le développement du secteur de la presse, mais aussi
une occasion de primer les meilleures productions journalistiques en presse écrite, en presse en ligne, télévision et la radio. D'abord la presse écrite, la télévision, la radio et la... Le prix Médias et droits de l'enfant sous le thème protection des enfants en ligne, la coordonnatrice de la CAP exhorte l'ensemble des acteurs de la presse à écrire sur l'impact de la Covid sur les enfants. Et le thème va être la protection des enfants en ligne. Vous le savez, nous sommes dans un contexte de Covid-19 et la Covid-19 a fait que les enfants ont très souvent été au contact des nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout Internet, pour suivre les cours, pour se divertir. Et cela a eu des conséquences assez importantes, non seulement pour leur développement, mais également pour beaucoup d'autres aspects. La CJRS fêtera aussi ses 15 ans d'existence la même occasion. Les 3 prix de la presse en ligne seront dédiés aux 3 reporters de l'ERAL qui nous ont quittés récemment. Des sargals ou hommages sont prévus à l'endroit des doyens de la presse, une manière de les donner en modèle aux jeunes journalistes. Pour rappel, donc, ces conditions de participation seront publiées. C'est bientôt la fête de Tabaski. Le Sénégal a un besoin en moutons estimé à 1 300 000 cette année selon le ministre de l'Élevage. Ali Saleh Diop révèle que l'offre nationale s'élève à 1 050 000 moutons et les 260 000 nous viennent des pays voisins. Cependant, le Sénégal a un excédent à 14 jours de la fête par rapport à l'année dernière. Le ministre de l'Élevage, interrogé par Guy Ramdiaye. Nous avons un niveau d'approvisionnement qui est très correct de l'ensemble du pays. Vous savez, le Sénégal a besoin le jour de la Tabaski d'un volume de 1 300 000 moutons. C'est ça les besoins du Sénégal pour la Tabaski. Alors, ces besoins devraient être recouverts par l'offre nationale à hauteur de 1 50 000 et 260 000 qui nous proviennent effectivement des pays voisins. À l'heure où je vous parle, à jour J-14, nous avons un excédent par rapport à la même période de l'année dernière d'à peu près effectivement 7 000 moutons. C'est dire qu'effectivement la tendance est bonne pour dire que nous allons en tout cas vers un Tabaski où le niveau d'approvisionnement sera vraiment très bon. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, contrairement en tout cas à une idée reçue, véhiculée, sur 10 moutons, en tout cas sacrifiés le jour de l'Aïd, 8 sont produits au niveau national et qu'il y a 2 qui proviennent en tout cas de ces pays-là. Maintenant, sur ces 2 moutons qui proviennent de ces pays-là, en grande partie, c'est le fait en tout cas d'opérateurs maliens et mauritaniens. Pour dire simplement que c'est vrai, il y a une partie des opérateurs sénégalais qui se rendent dans ces pays-là et il y a un encadrement qui leur est en tout cas offert aussi bien par les autorités du Sénégal mais également de ces pays. Et le reportage Tabaski ce soir sur les tailleurs débordés en ces temps de fête. Les commandes pleuvent malgré le contexte économique serré. Les tailleurs rencontrés par nos reporters disent mettre les bouchons doubles pour respecter leur engagement avant le jour J. Et Satoukan, Augustin Mandan signe ce reportage. En ville, un lieu singulier, Galerie Couture. Un petit couloir mène vers les tailleurs. Ici, l'ambiance est au rendez-vous. El Haj est sous la pression de sa cliente qui attend sa tenue. Selon lui, la clientèle a diminué et les garnitures sont chères. La clientèle a diminué vraiment. Seulement 50% amènent leur tissu. Ceci à cause de la Covid. Les fournitures sont chères. Tissu comme garniture. Ça pouvait être plus facile. Les clients ne comprennent pas. Sur place, chacun s'active à sa tâche. Couture, repassage, garniture. Abdounian regrette l'absence d'aide. Ils sont venus prendre nos cartes d'identité pour le fonds de force Covid-19, mais ils n'avons rien reçu. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente de soutien. Ils ont aidé les artistes, les danseurs, mais pourquoi pas nous d'ailleurs?
Changement de décor au centre commercial Touba Sandaga Extension, plutôt spacieux et calme. Ce tailleur ne se plaint pas. Sa clientèle a augmenté et le coût de la prestation revu à la baisse. Ce fut difficile l'année dernière, mais cette année, nous ne nous plaignons pas. Nous avons reçu plusieurs commandes. Avec les difficultés dues à la Covid, nous avons baissé les prix afin que nos clients puissent avoir une tenue. La fête du sacrifice s'annonce chargée pour les tailleurs. La Covid-19 ayant impacté négativement leurs activités l'année dernière, cette année, les tailleurs semblent plus confiants. Une note politique à présent dans ce journal. Ici, c'est de l'ONG 3 dépenses que le chef de l'État doit amnistier, Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall. Il évoque la modification des articles L31 et L32 du Code électoral qui devrait permettre à ces deux hommes de participer à des élections. Ces explications recueillies par Babakar Fall. Ce qui fait l'objet de consensus est dans le nouveau code. Tout ce qui c'est via 25 points d'accord, donc dont le mode d'élection des maires au suffrage universel direct, l'abandon du parrainage pour les locales et bien d'autres points. Même la liste proportionnelle, maintenant c'est 55%, la liste majoritaire c'est 45%, donc on a inversé alors que auparavant c'était le contraire. Alors, maintenant, il y a, en plus des 25 points d'accord, il y a les 5 points d'accord qui focalisent beaucoup d'attention. C'est la question de la modification des articles L31 et L32 qui concernent les personnes condamnées et qui sont victimes de déchéance de leurs droits civils et politiques, comme Karim, comme Khalifa. Ça, on attend l'arbitrage du chef de l'État. Ces articles L31 et L32 sont en contradiction avec le code pénal et le code de procédure pénale. On ne peut pas décider de la déchéance des droits civils et politiques d'une personne ad vitam aeternam, de façon indéterminée. Aujourd'hui, quand une personne est condamnée, alors il peut perdre ses droits civils et politiques de façon indéterminée, de façon atemporelle. C'est injuste. Il y a la question du bulletin unique également. Il y a la question des organes de gestion des élections, c'est-à-dire qui va organiser un ministre de l'Intérieur non partisan, une autorité indépendante. Voilà tout ça. Et tout ça, justement, comme nous n'avons pas encore le code avec nous, on ne sait pas ce qui a été retenu in fine, mais on a l'espoir que tout cela va faire l'objet d'une évolution pour le bien du Sénégal, pour la stabilité de ce pays. Le reste de l'actualité, nous avons la Bonquiline dans le sud du Sénégal. Les chefs de village vont bénéficier d'une formation sur le rôle qui leur est assigné. Je rappelle que le chef de l'État a récemment annoncé l'octroi tous les mois d'une indemnité de 50 000 francs CFA à tous les chefs de village du Sénégal. Correspondance Ousmane Demba. Cet atelier de capacitation a mobilisé ce week-end une quarantaine de chefs de village de la région de Sédhiou. C'est une réponse à une vieille doléance, souligne son initiateur Mohamed Diaité, président du conseil départemental de Bounkiling. Son Excellence le Président de la République vient de prendre une mesure qui consiste à octroyer une indemnité aux différents chefs de village, ce qui rapproche leur statut du statut d'un fonctionnaire. Par conséquent, il est important d'éveiller la conscience des chefs de village. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui organisé ce séminaire à leur intention. Rôle et responsabilité des chefs de village reste le thème central animé par Abdoulahab Talla, ancien préfet de Bounkiling. D'abord, les conditions pour être chef de village, les conditions physiques, les conditions morales, et également le dossier à fournir pour être chef de village, pour montrer qu'un chef de village n'est pas forcément ce que les gens pensent. Ce n'est pas héréditaire, même si nous ne refusons pas l'hérédité. Si tout le monde est d'accord, ça ne pose pas de problème. Mais dès lors qu'il y a contestation, l'hérédité ne s'impose plus. Et également, un chef de village ne l'est pas à vie. Dès lors qu'il perd sa capacité physique, ou bien sa capacité morale, ou bien qu'il a une déchéance de ses droits civiques,
il perd son statut de chef de village. Au nom de ses pairs, Sidou Fati, président de l'association régionale des chefs de village, s'est félicité de cette opportunité tout en interpellant le président de la République sur leurs préoccupations. Si on n'avait pas cet arrêté, on ne peut pas avoir une indemnité. Donc il faut vraiment nous aider, vraiment, si vous allez donner l'instruction au sous-préfet, vraiment qu'il nous aide vraiment à trouver cette nomination d'arrêté. Parce qu'on a voulu tous les dossiers. Cet atelier d'une journée a permis aux chefs de village de mieux s'imprégner du texte lié à leur statut et surtout du rôle central qu'ils doivent jouer dans le domaine de l'état civil. Ndiaganyao est une commune située dans le département de Mbour avec 38 villages majoritairement sérères. C'est une terre de culture et de spiritualité, même si sa population rencontre des difficultés, notamment le chômage. À la découverte de Ndiaganyao ce soir avec Ntakan. Ndiaganyao ne renvoie guère à une quelconque leader, comme beaucoup de personnes le pensent. Cette dénomination a une toute autre signification. Ndiaga, c'est un nom propre de personne. Nyao, c'est haricot. Donc Ndiaga était un cultivateur d'haricots. On l'appelle donc Ndiaga Borom Nyebe. Ndiaga Nyao. Ce pauvre, c'est que les premiers arrivés, ils étaient deux. Il y a qu'on appelle Fanyan Koun. Ensuite, il y a Yako Ndjeke. Yako et Yako sont les deux qui sont arrivés ici. Ils sont passés par là où il y a l'entrée là à Ndiaganyao. Ensuite, ils sont allés à Ndiaganyao, on appelle Mansan. Ils sont allés à Titin. Ils ont fait un gros travail là-bas. Ils l'ont laissé, ils sont allés à Tchanden. De Tchanden, ils se sont séparés. L'un reste là-bas, l'autre à Titin. Quand ils sont venus faire ce travail-là, un an après, il y a ce qu'on appelle Bien Khonan qui est venu les renforcer. Ils avaient pris la décision d'aller ensemble. Mais Bien Khonan était empêché pour une raison ou une autre. Après, il les a rejoints. Ce sont ces derniers, que je peux vous dire, qui ont élagué là où nous sommes actuellement. Ndiaganyao, une terre de culture, empreinte de grande spiritualité. Ndiaganyao est un grand pôle de culture, d'animation. Comme je l'ai dit, dans la culture, Ndiaganyao, comme ça dit, ça a été toujours animé par vraiment des artistes. Si vous vous rappelez Don Sombel Faye, qui était un grand chanteur, vraiment, il est de Ndiaganyao, il aimait de la musique traditionnelle et le folklore, sérère surtout. Hormis ce Sombel, il y a d'autres chanteurs, hormis ces chanteurs traditionnels, il y a évidemment d'autres manifestations folkloriques. Par exemple, le Ndjoup, Pouch, à base de calabasses, Mbeit avec les mortiers. Les connaissances, elles sont là. Les Sérères continuent à se faire valoir dans le côté mystique. Les Sérères sont toujours ce qu'ils étaient à ce sujet-là. La commune de Ndiaganyao a la réputation d'avoir des intellectuels et des cadres de haute facture dans bien des domaines. Et en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en réalité, comme beaucoup l'apprécient, et c'est vrai aussi que Ndiaganyao regorge effectivement beaucoup de cadres, dont je peux citer Nia Sen, Amadou Nia Sen. Je crois que tout le Sénégal a entendu quelque part l'amendement Nia Sen. C'est un produit de l'école de Ndiaganyao. Mais il y a aussi des honorables députés, comme on peut citer Mamadou Diouf, c'est un honorable député. Mais il y a même des ministres, avec le ministre Djegan Sen, le directeur de l'ANA, Dr Tening Sen, qui est de Ndiaganyao et qui est passé par ces écoles-là. Il y a aussi Abdourahmane Badsen, qui est le directeur de l'aménagement des territoires du ministère des collectivités territoriales, et tant d'autres. Il y a des professeurs d'université et toute la crème intellectuelle qui regorge le pays. En tout cas, il y a des habitants de Ndiaganyao. La mairie, qui n'a pas les moyens de sa politique, se tourne alors vers la coopération internationale. Les sources de revenus, c'est naturellement les recettes ordinaires qui proviennent des différentes taxes, les taxes sur l'occupation, les taxes au niveau de la gare routière, les taxes au niveau des boutiques. On a deux marchés hebdomadaires aussi où on prélève des taxes. On a les taxes sur la publicité. Non, c'est pas du tout suffisant. Maintenant, donc, les autres sources de recettes, c'est l'État avec ses fonds de dotation de la décentralisation,
le fonds de concours qu'on appelle maintenant le fonds d'équipement des collectivités locales, le fonds de la décentralisation qui appuie aussi dans le fonctionnement. Il y a des fonds aussi spéciaux qui nous viennent de nos partenaires. On a un partenaire très fidèle, la commune de Sète-d'Herbelin en France, avec laquelle on a signé une convention dans le domaine de l'hydraulique et de l'hygiène publique d'une durée de 3 ans avec 111 millions. Donc voilà les différentes recettes que nous avons, mais c'est toujours insuffisant par rapport au projet que nous avons inscrit dans le plan de développement communal de Ndiaganiao, que nous sommes en train de dérouler depuis 2018. Face à un manque criant de débouchés, les braves femmes de Ndiaganiao sont obligées de chercher à gagner leur vie dans l'intérieur du pays, ce qui n'est pas sans conséquence. ñun dañu amul suñu jàppale bi moo xaw a des duñu ne amuñu mais des na parce que fi mu ne nii da ngay gis fi mu. Nous, les femmes de Ndiaganiao, nous n'avons pas suffisamment d'appui. La plupart des femmes quittent leur famille pour aller dans les villes chercher du travail. Elles laissent alors leurs enfants au village. Ils sont livrés à eux-mêmes. Souvent, ces enfants sont obligés de voler pour manger. Avec l'absence des parents, ces enfants ne peuvent pas avoir une bonne éducation. On aurait souhaité devoir vivre une autre situation. Les élèves dont les parents sont absents n'ont pas l'esprit tranquille. Pendant qu'ils sont en classe, au lieu de se concentrer sur leurs études, ils pensent aux travaux domestiques qui les attendent. Ceux-là n'ont pas les mêmes chances que les autres. Parce que tamit boo nekkee école di xalaat bu ma eggee may taal añ wala may bal wala may fóot sa njàng dina dese. La Gambie aussi est à court de doses de vaccins contre le coronavirus. Cela fait 3 semaines et la population commence à s'impatienter dans un contexte de relâchement général. De notre correspondant à Banjul, Amadou Barry. 4 mois après le début de la campagne de vaccination qui a été lancée en grande pompe par le chef de l'État lui-même et qui s'est fait vacciner, qui a pris récemment sa seconde dose, la Gambie se retrouve aujourd'hui sans sérum et la situation incommode au plus haut sommet de l'État. Nous avons tenté d'en savoir davantage auprès des autorités sanitaires, mais malheureusement les autorités rechignent à communiquer là-dessus. Il faut dire que le pays a épuisé ses premiers stocks reçus dans le cadre du dispositif COVAX et les 10 000 doses qui ont été octroyées par le Sénégal. Il faut dire que cette situation incommode et une catégorie de la population se retrouve aujourd'hui privée de déplacement à l'étranger par manque de seconde dose. Et la situation malheureusement risque de perdurer. Nous avons tenté d'en savoir davantage car il y a cela 3 semaines, le ministère des Affaires de la Santé avait indiqué qu'il y avait des vaccins Sinopharm, des vaccins chinois devaient arriver dans le pays et que la seconde campagne, disons, allait démarrer au début du mois de juillet. Mais on est aujourd'hui quasiment dans la 2e semaine du mois de juillet et malheureusement la situation perdure. On ne sait pas encore jusqu'à quand. Une source au ministère nous a confirmé que pour le moment les vaccins Sinopharm ne sont pas encore arrivés. Alors même si le pays est relativement épargné par cette pandémie, d'après le ministère de la Santé, le pays n'a comptabilisé que moins de 10 000 cas depuis l'année dernière. Même s'il se pose dans le pays un problème de fiabilité de statistiques, car dans le pays on teste peu et il y a aussi une sorte de déni au sein de la population qui n'y croit plus et il y a un relâchement général observé, comme d'ailleurs au Sénégal. Le pays est relativement épargné du point de vue sanitaire, mais économiquement, il a été très touché par la pandémie. En témoigne
les pertes d'emplois enregistrées, notamment dans le secteur touristique. Les hôtels sont quasi vides. Nous nous sommes rendus ce matin dans plusieurs hôtels, mais c'est toujours le cas. Et alors que c'est un secteur quand même qui constitue plus de 20% du produit intérieur brut du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même chaîne. Au revoir.